De retour sur le plateau du Salon CE autour du sujet « Faut-il changer les règles des plans de sauvegarde de l'emploi ?» en compagnie de Patrick Benamou de la CFTC, de Pascal Lagru de FO et de Jacques Lambert pour diriger tout ça. Alors Patrick, pour revenir et être dans le concret de l'actualité, je ne sais pas si tous les décrets ont été parus concernant les procédures et les changements. Aujourd'hui, si cet après-midi, il y a une réunion de comité d'entreprise extraordinaire pour annoncer un plan de sauvegarde de l'emploi, quelle est la procédure? Alors la procédure passe par un accord majoritaire d'entreprise, en gros, qui va définir à l'intérieur de cet accord comment on va procéder, suivant quels critères, suivant tous les moyens justifiés, validés par l'inspection du travail en finalité. Donc le but d'une organisation syndicale, c'est d'éviter ou de diminuer le nombre de licenciements, faire apporter des solutions de reclassement des salariés, c'est-à-dire jouer notre rôle d'acteur social, puisque l'entreprise qui fait un plan de sauvegarde de l'emploi, aujourd'hui, c'est que financier. On l'a bien vu tout à l'heure, Pascal le disait, une simple baisse de rentrée d'argent, on va dire, peut motiver de la part de l'employeur. On le voit bien, l'actualité aujourd'hui, hein, chez Alstom. Le PDG annonce la fermeture d'un site. Comme par hasard, le gouvernement va lui trouver des commandes miracles pour sauver les emplois. Donc les délégués syndicaux, je pense, sur place vont s'atteler à négocier, si il y a fermeture, parce qu'on ne sait pas encore, un plan de sauvegarde qui va permettre de reclasser les gens ailleurs qu'à 400 km de là où ils habitent, et surtout dans la pérennité. Parce qu'il ne faut pas qu'on revienne tous les 6 mois, dès qu'il y aura une baisse de commande, faire un accord. Donc aujourd'hui, le garde-fou, Pascal l'a très bien dit tout à l'heure, c'est l'inspection du travail, entre guillemets, puisque la vision de l'inspecteur du travail, elle est allégée. Il va partir du principe que si l'accord est majoritaire, il respecte le texte, en exagérant, en caricaturant, il va tamponner la feuille et puis ça va être validé. Puisqu'il ne va pas aller au fond du détail, regarder le dossier, si des fois il n'y a pas quelque chose qui aurait échappé à la vision des délégués syndicaux. Maintenant, si l'accord est majoritaire, point à la ligne, je tamponne et je valide le plan de sauvegarde de l'emploi et la procédure suit son cours. Malheureusement, les salariés seront soit licenciés, soit reclassés, quoi. Alors, il y a aussi un délai. L'inspecteur du travail, s'il n'a pas répondu dans les 15 jours, c'est... Eh bien oui. La procédure, elle est plus qu'allégée. C'est-à-dire qu'on leur met la pression. L'inspection du travail, aujourd'hui, n'a pas que ce dossier-là à s'occuper, mais 15 jours pour analyser un dossier. Alors, tout dépend de la taille de l'entreprise, tout dépend le nombre de salariés. Des fois, ça paraît plus que court. Et on connaît les délais de l'inspection du travail qui, des fois, sont... du fait de leur charge de travail, un peu hors délai. Et donc, si dans les 15 jours, l'inspection du travail n'a pas répondu, la demande est réputée accordée. Oui. Ça, c'est la loi de 2013. Oui. Ça, c'est la loi de 2013. Alors, Pascal voulait intervenir. Peut-être un point sur les changements avec les lois Rebsamen et El Khomri. Là-dessus, comment ça va se passer demain? Alors, moi, dans les changements que je trouve, effectivement, le mouvement a été amorcé en 2013 sur les histoires de délai de réponse des inspections du travail. Ce que je trouve grave aujourd'hui, c'est qu'on est pris aussi dans un effet de ciseau. On ne l'explique pas, donc je vais en dire 2 mots et je vais essayer d'être pédagogue sur le sujet. C'est on demande de répondre rapidement dans 15 jours à un plan social. Si on ne répond pas, il est valide. C'est-à-dire qu'on applique la règle du qui ne dit mot consent. Donc on est bien d'accord que si demain on offrait à des syndicalistes ou à des salariés le fait d'écrire à leur employeur bah, écoutez, vous m'augmentez de 1 000 euros et si vous ne m'avez pas répondu dans les 15 jours, c'est que je suis augmenté de 1 000 euros, je pense que ça ne fonctionnerait pas. Donc je suis caricatural volontairement, mais il n'en demeure pas moins que c'est la même comparaison. Donc le qui ne dit mot consent, c'est-à-dire 15 jours, vous ne répondez pas, c'est accepté, c'est quand même une hérésie, encore une fois, en termes de fonctionnement, d'une part démocratique, et d'autre part, sur un plan analytique. Et enfin, si on rajoute à l'effet de ciseaux, le fait que, et je n'oublierai pas les inspections du travail, je n'oublierai pas les directions départementales du travail, parce qu'il y a eu, au sein de ce corps que sont les inspections du travail, beaucoup de réductions d'effectifs, au titre de la MAP, modernisation de l'action publique,
qui, pour le coup, a été ni plus ni moins qu'un énorme plan social dans la fonction publique. Et donc, je le dis encore une fois, et je le répète assez souvent, les fonctionnaires sont quand même les premiers à payer la note dans les plans sociaux depuis un certain nombre d'années, puisque ce ne sont pas des plans sociaux directs où on leur dit, parce que là, il n'y a pas des histoires de rentabilité, il n'y a pas les mêmes éléments d'analyse, mais on leur dit, c'est très simple, à la faveur des départs en retraite, à la faveur de fermeture de bureaux, à la faveur de réorganisation ou de recomposition, ce que vous faisiez à 5 ou 6, désormais, vous allez le faire à 2. Et ben, c'est ce qui se passe dans les inspections du travail. Aujourd'hui, on a de vraies carences sur les inspecteurs du travail. Alors, il n'y a pas que les inspecteurs du travail qui sont soumis à des délais très courts. Il y a aussi la procédure avec les comités d'entreprise. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir tous les recours qu'on avait précédemment. C'est-à-dire que précédemment, il y avait les droits d'alerte, les recours aux experts. Aujourd'hui, on négocie les délais dans lesquels le comité d'entreprise doit donner un avis motivé et éclairé. C'est-à-dire que l'éclairage, et on cadre beaucoup moins les obligations de l'employeur à donner les documents. Est-ce que là aussi, il n'y a pas quelque chose sur lequel il faudrait revenir parce que là, réellement, on a enlevé des moyens aux représentants des salariés de se défendre. Non seulement on leur a enlevé des moyens, alors les moyens, bon, il y avait un recours, on en parlait, c'est l'inspection du travail, mais on leur a envoyé des moyens par rapport effectivement aux IRP, hein, aux institutions représentatives du personnel et à leurs mécanismes. Moi, je voudrais rappeler 3 exemples rapides. Tout à l'heure, Patrick disait à juste titre, parlait de Alstom. Je partage complètement l'analyse de dire qu'Alstom, je veux dire, c'est quand même fou cette histoire. Il y avait eu des engagements de prix, etc. Et puis les engagements ne tiennent plus. Et puis quand on voit qu'il y a le feu, on vient pour essayer de trouver une espèce de carnet de commandes illusoire. J'allais dire, vous savez quoi, c'est de même nature que Florange. Moi, j'ai quand même une discussion, et là je vais le citer, puisque c'est un ami, il s'appelle Alexandre Todt. Alexandre Todt, c'est un des responsables FO sur Metz, hein, c'est mon homologue à Metz. Il me disait quand même, j'ai eu une grande discussion avec lui, il m'a expliqué que plusieurs études, et on en a même parlé dans les médias, donc là c'est pas une vision entre syndicalistes, que le site de Florange qui a été fermé, il a été prouvé avant que ce site était particulièrement rentable, que économiquement le site était viable, et on l'a fermé. Donc là, vous voyez, je le dis ouvertement et avec un exemple à l'appui, c'est incompréhensible. De la même manière, quand je parlais des plans sociaux, vous parliez de manière extrêmement juste, tous les deux. Mais Jacques, quand tu me dis les plans sociaux par rapport aux institutions du personnel, il y a tout un tas de mécanismes pour qu'ils puissent avoir un œil là-dessus. Moi, je vais vous dire, sur Lyon, il y a un exemple très concret. Dalkia DIT, filiale de Dalkia, filiale elle-même d'EDF. Dalkia DIT, c'était des technologies. Technologies, ils faisaient de la sous-traitance pour SFR et également pour la maison mère Dalkia. Aujourd'hui, il y a eu 200 salariés qui sont restés sur le carreau. Je suis même allé, moi, voir le préfet avec d'autres acteurs dans ce dossier, d'autres acteurs syndicaux dans ce dossier. On a fait vraiment le maximum de ce qui était possible. Et bien, grâce, et je dis bien grâce, pour ne pas dire à cause, grâce, en le disant avec beaucoup d'ironie, aux nouvelles mesures et aux nouvelles facultés de facilitation et non pas d'assouplissement, et aux permissivités en matière de plan social, ces 200 salariés sont restés sur le carreau, alors que Dalkia est la première entreprise quand même en France de chauffage urbain et a des profits confortables, et elle-même est filiale à 100% d'EDF. Donc si EDF n'aurait pas eu une responsabilité sociale et d'employeur pour recaser ces 200 salariés, alors là, expliquez-moi ce que c'est, si c'est d'avoir une vision humaniste et une vision de respect des salariés qui, justement, font le travail et qui génèrent les profits. Alors, Patrick, c'est vrai que ce que vient d'évoquer Pascal, là, met en lumière un autre point qui est la responsabilité sociale des entreprises. Alors ça a l'air d'être un grand mot. On fait, c'est même sujet de cours de droit à la fac, mais on se rend compte qu'il y a une coupure entre la réalité économique et la responsabilité sociale des entreprises. Comment les institutions représentatives du personnel et les organisations syndicales peuvent essayer de rejoindre ces deux volets de la gestion sociale de l'entreprise, en passant peut-être par la RSE, il y a peut-être quelque chose à faire. Bonne question là, question piège je pense. Comment faire pour rejoindre le volet social et le volet entre guillemets économique dit financier? Aujourd'hui vous avez un employeur à qui les diverses lois qui sont sorties depuis le mois d'août l'année dernière laissent toute permissivité quant au licenciement, à la gestion des ressources humaines sans aucune contrepartie. Aujourd'hui, on a ouvert les portes aux employeurs pour faire ce qu'on veut.
En plus, ils sont même allés, ça c'est mon analyse personnelle, jusqu'à appeler des lois dont le nom n'a rien à voir dedans. Le dialogue social, la loi Rebsamen sur le dialogue social. On réduit les IRP. Le dialogue social qui dit normalement le nom on va élargir le champ, on va permettre plus de dialogue social. On a réduit, on a regroupé des institutions pour dire que on va diminuer le dialogue avec ceux qui sont entre guillemets les spécialistes. Les spécialistes du droit social par rapport au DRH, c'est les délégués syndicaux. On a tout réduit. Donc comment réduire le volet financier, les rapprocher le volet financier et le volet social, quand aujourd'hui on veut vous dire vous pouvez faire de toutes les manières que vous voulez, en raccourcissant des délais, en diminuant le nombre de représentants du personnel des licenciements, qui n'ont que pour but final de faire gagner plus d'argent aux entreprises et aux actionnaires. Donc le combat est pas simple, parce que les syndicalistes, les organisations syndicales vont toutes se battre pour justement jouer leur rôle avec les armes qu'elles ont à leur disposition, les accords d'entreprise et les choses comme ça. Mais quand on voit que les délais sont courts, il y a, on va dire, 5 organisations représentatives en France. Elles ont des fois des points de vue divergents. Donc il faut déjà qu'on s'entende entre nous pour faire bloc. Ça, on arrive à le faire dans certains endroits, mais il y a des fois des endroits où on n'y arrive pas. Et si on ne fait pas bloc, ben, l'employeur s'en sert. On va faire cette transition pour aller vers les studios. Et puis sur la dernière ligne droite, puisque c'est là que nous sommes maintenant, on va essayer de faire des propositions. Peut-être qu'en cette période électorale, sur le web, on sera vu et peut-être entendu.